tu arrives à maîtriser les supply demand, alors tu seras capable de trader comme les grandes institutions, de trouver des positions avec un excellent ratio risque et reward et surtout de générer des très bons profits réguliers. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des points essentiels sur les supply demand institutionnels que la majorité des traders ignorent. Et ces mêmes points critiques que je vais te présenter de suite ont déjà permis à des centaines de membres de se faire financer en propre firme, de faire leur premier payout et sans même te parler des dizaines de milliers d'euros générés sur leur compte fonds propre. Tu vas découvrir qu'est-ce qu'une supply et qu'est-ce qu'une demand, comment lire l'order flow institutionnel, comment tracer tes zones de manière mécanique et comment trouver les zones institutionnelles à forte probabilité de taux de réussite. Et enfin, comment rentrer et sortir d'une position afin de maximiser tes profits générés. Mais avant toute chose, pour maximiser ta rentabilité sur les marchés, il faut que tu comprennes pourquoi le prix bouge. Est-ce qu'un prix baisse parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché? C'est totalement faux. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer la vérité. L'histoire l'a prouvé encore et encore, les traders sont comme un groupe de personnes très émotionnelles et quand des millions de personnes participent au même jeu d'argent, basé sur la peur, la cupidité et l'incertitude, il y a un comportement collectif qui en ressort, comme un effet de masse. Et c'est en réalité cet effet de masse que vous allez voir directement sur vos graphiques. Et après cette vidéo, vous allez comprendre comment en profiter. Parce qu'en réalité, sur le marché, il y a des millions de personnes qui envoient des millions d'ordres pour des millions de raisons différentes. Et tout ce flux d'ordre, c'est ce qu'on appelle l'order flow. C'est lui qui va créer sur tes graphiques l'action du prix. Et c'est ce même price action qui génère des patterns qui viennent se répéter encore et encore sur tes graphiques. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des prévisions avec une forte probabilité de taux de réussite. Parce que quand les grandes institutions rentrent en position, elles ne peuvent pas se cacher dans l'order flow. Et si tu sais exactement quoi regarder, alors tu vas trouver toutes les empreintes qu'elles vont laisser derrière elles. Laisse-moi t'expliquer. Les taux de change, ils vont monter et descendre en fonction de la supply et de la demand, donc des spéculateurs du marché. Mais aucune transaction ne peut avoir lieu si l'acheteur et le vendeur ne s'accordent pas sur le prix. Et c'est ce mécanisme qui fait bouger les paires de devises. Les acheteurs apportent de la demande, ce qui pousse le prix vers le haut, et les vendeurs apportent de la supply, de l'offre, ce qui exerce une pression baissière. Et le marché, il fonctionne comme une enchère continue tout au long de la journée, avec des acheteurs et des vendeurs qui se battent pour obtenir le meilleur prix. Dans un marché libre et parfait, ce processus il serait fluide et équitable. Mais dans la réalité des marchés financiers, ce processus il est très souvent manipulé. Les marchés fonctionnent comme des enchères à deux sens, achat et vente sur des instruments liquides. Et il y a des blocs d'ordre qui viennent se former des deux côtés, qu'on appelle les bids et les offers. Et sur l'order book, le carnet d'ordre, à gauche, tu vas voir tous les bids des acheteurs. Et ça te montre en réalité le volume demandé à chaque niveau de prix. À droite, tu vois toutes les offers, aussi appelées ask price. Et ça te montre combien de volume est offert à chaque prix. Et plus il y a de volume sur chaque niveau, plus le marché est liquide. Imagine une salle des marchés ou même eBay. Si tu es l'acheteur, tu fais des bids. Et si tu es vendeur, tu proposes un prix. Ça devient ton ask. Et tu attends simplement qu'un acheteur accepte de payer. Et bah sur les marchés, c'est exactement le même principe. Un trade ne peut avoir lieu que si un acheteur et un vendeur s'accordent sur un même prix. Donc pour exécuter un ordre, il faut toujours une contrepartie équivalente. Par exemple, si tu veux vendre 10 lots, il faut qu'il y ait en face de toi un acheteur prêt à les acheter au ask price et inversement. Et c'est comme ça que les marchés bougent. Mais voilà ce que la plupart des traders ignorent. Il existe deux types d'ordres. Et les acheteurs comme les vendeurs peuvent être dits passifs ou agressifs. Les passifs, c'est ceux qui vont utiliser des ordres limites. Ils attendent que le prix vienne les chercher. Et tous ces ordres visibles dans le carnet d'ordre du côté bid and ask, ce sont des ordres limites. Mais s'il n'y avait que ça, le marché il bougerait jamais, car tout le monde va attendre que le prix l'atteigne. Et c'est là qu'entrent en jeu les ordres agressifs. Ces traders qui viennent acheter et vendre directement au prix du marché. Et pour ça, ils doivent franchir ce qu'on appelle le spread. Acheter au ask price pour vendre au bid price. Et en réalité, la plupart des plateformes d'exécution ressemblent à ça. Tu achètes à droite, car c'est là que le ask price se trouve, et pour devenir acheteur agressif, tu dois passer le spread. Et si tu veux vendre au marché, c'est exactement pareil. À gauche, pour prendre position sur le bid. Et c'est cette interaction constante entre les ordres passifs et les ordres agressifs qu'on appelle l'order flow. Mais je vais vous présenter un exemple très simplifié de qu'est-ce qu'un carnet d'ordre. Imagine que tu observes le carnet d'ordre de l'euro face au dollar. Une grosse institution arrive et veut acheter 10
10 000 lots au marché. Ça, c'est un ordre agressif. Et elle doit donc acheter ces 10 000 lots au meilleur ask price. Mais tu remarques qu'à ce prix, il y a seulement 103 lots disponibles à la vente. Résultat, le prix va grimper très rapidement, absorbant instantanément toute l'offre disponible à chaque niveau, jusqu'à ce que les 10 000 lots soient complètement exécutés. Et le résultat de cette opération, c'est qu'il y a eu une énorme différence entre la supply et la demand, qui vient de se créer sous tes yeux, laissant un déséquilibre massif. Et le marché va alors chercher un niveau considéré comme une fair value, un niveau d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est pour ça que le prix va continuer de monter pour aller chercher suffisamment de liquidités pour combler cet ordre. Et les institutions, elles ne peuvent pas cacher ces déséquilibres qu'elles créent sur les marchés. Et si tu sais où les repérer et visualiser les empreintes qu'elles laissent derrière elles, alors tu vas pouvoir trader avec le même order flow que les institutions, au lieu simplement de te faire écraser contre elles. Mais à quoi ça ressemble concrètement sur un graphique? Regarde juste ici, tu vois le prix qui part fortement à la hausse, poussé par des acheteurs agressifs qui le tirent de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'ils trouvent assez de supply pour satisfaire leur demande, et c'est là que le prix se rééquilibre. Et de la même manière, ici, c'est des vendeurs agressifs qui viennent liquider tous les bids et qui poussent le prix de plus en plus bas jusqu'à avoir consommé assez de demand pour avoir comblé leur supply. Et c'est exactement comme ça que les marchés bougent. Quand il y a un déséquilibre énorme entre l'offre et la demand, le prix va toujours continuer à se déplacer pour chercher de la nouvelle liquidité et venir se rééquilibrer. Donc, combler ces déséquilibres. Et ça se produit toutes les secondes lorsque le marché est ouvert. Maintenant, soyons un peu honnêtes. Ni toi ni moi ne tradons avec des montants suffisants pour faire bouger ne serait-ce que d'un millimètre un marché avec autant de liquidité. Alors comment on va s'assurer de trader du bon côté de cet order flow institutionnel? C'est là que les zones supply et les zones de demand rentrent en jeu. Mais la question que tu vas te poser, c'est comment les identifier? Par exemple, quand le prix il évolue en range, c'est là que les ordres ils sont accumulés ou distribués. Et quand le prix va descendre dans la partie basse de ce range, c'est là que les acheteurs vont rentrer en jeu, profitant des prix bas pour acheter dans une zone qu'on appelle discount. Puis quand le prix remonte vers la moitié haute de ce range, c'est les vendeurs qui vont rentrer en jeu pour vendre le prix à un prix premium, c'est-à-dire sur des prix qui sont dits trop chers. Et tu connais ce principe, acheter bas et vendre haut. C'est simple. Mais à un moment, les acheteurs agressifs créent un déséquilibre massif entre l'offre et la demande. Le prix va alors casser brutalement ton range à la hausse, à la recherche de nouvelles liquidités pour venir absorber toute cette demand. Et c'est exactement ça qui va te former des zones de demand. Mais attention, on ne va jamais trader le premier breakout. Pourquoi? Parce que c'est là qu'en réalité tous les traders perdants viennent FOMO. Ils se jettent dans des longues au pire moment ou alors même achètent le top. Nous on fait l'inverse. On attend simplement que le prix revienne dans la zone. Puis on applique simplement le setup d'entry model et c'est là que vous allez pouvoir bénéficier du meilleur ratio risque-reward. Puisqu'on va acheter exactement à l'endroit précis où les institutions sont venues se positionner. Mais maintenant tu vas me dire, All Invest, pourquoi le prix devrait repartir à la hausse? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas assez de demand pour continuer à pousser le prix vers le haut. Donc le prix va retourner dans sa précédente zone de demand, là où les institutions avaient déjà été présentes pour acheter le prix. Et en réalité, ils ont tout intérêt à défendre ce niveau pour que le prix ne descende pas plus bas et que leur position acheteuse puisse rester en profit. Et en plus, il est très probable que 95% du temps, ils n'aient pas pu exécuter tous leurs ordres dans cette précédente zone de demand et qu'ils veulent justement revenir combler tous les ordres restants avant d'envoyer ce vrai mouvement haussier en retournant dans cette zone discount pour acheter à un meilleur prix. Et le concept que je viens de vous expliquer pour les zones de demand fonctionne de la même manière mais à l'inverse pour les zones supply. Quand le prix évolue en range et que ce sont les vendeurs qui viennent créer un déséquilibre entre la supply et la demand, le prix casse alors rapidement ce range à la baisse. Encore une fois, on ne vend pas directement au moment du breakout. On attend que le prix retourne dans cette zone supply pour venir chercher des opportunités pour nous positionner à la baisse. C'est un processus en 4 étapes. La première, le range. La deuxième, l'initiation. La troisième, la mitigation. Et la quatrième, la continuation. Et c'est justement cette continuation que l'on veut trader, en lien avec l'order flow institutionnel. On peut aussi appeler ça le cycle, le vrai battement de cœur du marché. L'order flow continue dans une direction jusqu'à ce qu'un déséquilibre massif apparaisse dans l'autre sens. Et le prix est constamment en train de chercher des liquidités pour venir se rééquilibrer. Regarde ici, le prix sort brutalement du range à la baisse, créant une supply zone, et très probablement ça a été provoqué par l'intervention des institutions. Ensuite, le prix revient pour mitigate cette supply zone, et c'est là qu'on va pouvoir chercher une position vendeuse afin de profiter de la continuation. Et tu vois bien sur ce point précis que l'order flow baissier est soutenu par une supply qui contrôle le prix. Mais attention à une chose, les marchés ne bougent pas continuellement dans une seule direction. À un moment, le prix va descendre suffisamment bas pour retourner en zone discount, et c'est là que la demand va rentrer en jeu et va reprendre le dessus sur la supply. Et c'est là que tu vas voir réapparaître un order flow qui va être soutenu par la demand. Et les institutions vont une nouvelle
nouvelle fois venir défendre les niveaux sur lesquels elles sont rentrées en position, afin de garder leur position gagnante et leur profit. Et les positions sur lesquelles tu auras le plus de probabilité de taux de réussite vont toujours être celles qui vont être en lien et en adéquation avec l'order flow. Donc en réalité, n'essaye jamais d'aller contre lui. Mais maintenant, la vraie question que tu te poses, c'est comment tracer tes zones supply et les zones de demand de manière mécanique, en ayant toujours les mêmes étapes à répéter pour tracer tes niveaux d'intérêt. Il existe 3 types de zones supply et de zones de demand. Mais juste avant de te les présenter, je suis fier de vous annoncer que j'ai créé un groupe communautaire regroupant plus de 27 000 traders il y a déjà plus de 3 à 4 ans, dans lequel je vous partage au quotidien toutes mes analyses, mes prises de position, et je trade même en live sous vos yeux plus de 3 à 4 fois par semaine, pour vous prouver que la stratégie que je vous présente ici est littéralement la plus puissante que vous allez pouvoir trader sur les marchés. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir accès à tout ça, c'est totalement gratuit et vous allez tout pouvoir retrouver sur le lien qui est dans la description. Et pour les 3 types de zones supply et de zones de demand, je vais vraiment venir vous conseiller d'utiliser les 2 premières dans un premier temps. Les zones de range et les zones pivot. Et en réalité, leur nom parle d'eux-mêmes. Une zone dite de range, c'est simplement quand tu as une grosse accumulation et que le prix vient sortir violemment à la hausse ou à la baisse de cette accumulation. À ce moment-là, ton accumulation devient ta zone supply ou ta zone de demand. C'est lorsque dans cette accumulation, à la base de ce mouvement agressif haussier ou baissier, tu as eu une action du prix sur une ou 2 bougies bien spécifiques. Et tu vas pouvoir tracer ta zone à partir de cette bougie qui s'est fait elle-même engloutir par le mouvement agressif. Et si tu veux être encore plus précis, tu peux même prendre les 2 dernières bougies, juste avant de se faire engloutir. Pour une supply zone, ça va être très généralement une bougie. Pour une supply zone, ça va très souvent être une bougie haussière, suivie d'une bougie d'impulsion baissière, qui va clôturer sous son plus bas. On appelle ça une buy to sell. Et pour une demand zone, c'est la même chose, mais à l'inverse. Et dans ce cas-là, on appelle ça une sell to buy. Mais en réalité, personnellement, je suis pas ultra strict sur le fait d'avoir toujours une bougie buy to sell ou sell to buy. Parce qu'en réalité, sur une zone de demand, je vais même pouvoir trouver ma bougie pivot sur une bougie haussière qui s'est fait ensuite engloutir par une autre bougie haussière. Ce que je vais vraiment rechercher, c'est ce point pivot dans le prix qui a été causé juste avant d'envoyer ce mouvement agressif. Ces moments où le marché évolue comme une pause avant d'envoyer son mouvement agressif. Mais par contre, retiens bien que dans une zone de demand, la bougie d'impulsion doit toujours clôturer au-dessus du plus haut de la bougie précédente. Et pour une zone supply, elle doit clôturer en dessous du plus bas de la bougie précédente pour que la zone soit valide. Et tu peux le voir, la grosse différence entre ces 2 méthodes, c'est qu'avec une zone pivot, tu vas pouvoir affiner énormément ton entrée sur une zone de demand ou une zone supply trouvée avec la première méthode en range. Et la 3e méthode, celle que j'utilise beaucoup moins, c'est ce qu'on appelle la fractal zone, qui va être de venir se positionner sur la mèche qui a été créé juste avant d'envoyer ce mouvement agressif. Mais en réalité, c'est un niveau plus complexe parce que tu vas louper pas mal d'opportunités. Et évidemment, plus tu vas venir affiner ta zone, plus tu vas gagner en précision, ce qui va réduire ton stop loss et améliorer ton ratio risque et reward. Mais attention à une chose, ça va aussi augmenter ton nombre de trades ratés, c'est-à-dire d'opportunités où le prix ne va même pas venir récupérer ton niveau d'intérêt sur lequel tu comptais rentrer en position. Et le plus important, c'est de venir trouver justement un équilibre qui vous convient et d'ensuite venir prendre votre position et de laisser tourner votre trade pour aller chercher votre TP. Et ce que je vous conseille, c'est surtout pas de venir mélanger ces 3 méthodes et de changer quand vous en avez envie. Parce qu'en faisant ça, la seule chose que vous allez obtenir, c'est des résultats qui seront moins bons sur le long terme. Mon meilleur conseil honnêtement quand vous débutez avec les supply demand, c'est de toujours utiliser la 2e méthode avec les bougies pivot. Parce que globalement, c'est celle qui va vous donner le meilleur rapport entre le ratio risque et reward de vos positions et le nombre de positions que vous allez prendre. Et souviens-toi bien d'une chose, le marché c'est simplement un ensemble d'ordres qui s'exécutent les uns contre les autres. Et ce que vous voyez sur vos graphiques, c'est simplement une méthode simplifiée de visualiser ces ordres, avec ce qu'on appelle des chandeliers, des bougies japonaises. Donc si tu repères une zone qui a été créée en range sur une time frame basse, alors sur une time frame plus importante, ça va simplement devenir une zone pivot. Par exemple, tu vois une zone range qui a été créée en 1 heure time frame, composée de 4 bougies. Et si tu te mets simplement en 4 heures time frame, cette zone devient une seule bougie pivot en 4 heures. Et quand tu comprends vraiment la nature fractale des marchés, tu n'as même plus besoin de changer de time frame pour visualiser quoi que ce soit. Parce que tu sais exactement à quoi va ressembler le price action sur les autres time frames. Et c'est pour ça qu'un range sur une petite time frame devient une bougie pivot dans une time frame plus importante. Et inversement. Maintenant, je vais vous présenter les différents types de fractales sur les zones de demand et les zones supply, et c'est peut-être même la partie qui va le plus vous intéresser. La première, ce sera l'inside bar. C'est quand une bougie ne casse ni le plus haut ni le plus bas d'une bougie précédente.
et qu'elle vient se retrouver à l'intérieur de ce mouvement. En réalité, une inside bar, c'est juste un range sur une time frame inférieure. Ensuite, on a les sell to buy et les buy to sell, weak zone. Quand je dis weak, je parle simplement des bougies. Et ça, c'est des zones que vous allez retrouver lorsque, par exemple, le prix est haussier et explose rapidement à la hausse, mais que tu ne vois pas réellement de demand zone, parce qu'il n'y a pas de pullback visible sur la time frame dans laquelle tu es. Mais les mèches que tu vois à la base de ce mouvement représentent en fait un pullback sur une time frame inférieur. Regarde ici, le prix monte, il fait un petit retracement quand la bougie suivante se forme, puis repart à la hausse. Et si tu descends time frame, tu verrais clairement ta bougie pivot ou ta zone de range qui a été créée. Et l'inverse fonctionne aussi. Les buy to sell weak zone représentent simplement des supply en time frame inférieur. En troisième, vous avez les types de zones fractales. Quand tu as une énorme mèche, au lieu de tracer toute ta bougie pivot, tu peux simplement venir affiner ta zone sur cette mèche. Et encore une fois, en réalité, ça correspond simplement à un range ou une bougie pivot en time frame inférieur. Mais garde une seule chose en tête. Toutes ces manières d'affiner ton entrée sur des time frames supérieurs traduisent simplement une chose. C'est qu'en descendant simplement en time frame, tu trouverais des nouvelles zones de demand à l'intérieur de ta précédente zone de demand qui serait en plus petite time frame. Mais le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est que pour l'instant, tu vas les ignorer complètement et simplement te concentrer sur ta bougie pivot ou tes zones de range sur les mêmes time frames. Parce que c'est en réalité elles qui vont contenir le plus d'ordre et qui vont vraiment te permettre de capturer des mouvements agressifs. Évidemment, sur les marchés, toutes les zones supply et les zones de demand ne se valent pas. Elles n'ont pas ce qu'on appelle le même momentum. Pour qu'une zone soit dite institutionnelle, elle doit respecter des critères très précis. Et on va se focaliser ici sur 8 points clés. Le numéro 1, ça va être de se poser la question, est-ce que la zone a provoqué un breakout structure? BOS. C'est le premier filtre le plus simple et le plus efficace. En réalité, il faut beaucoup d'argent parce qu'en réalité, il faut énormément de liquidité pour venir casser une structure. Et plus la structure cassée est importante, plus la zone qui l'a provoquée est significative. Par exemple, une zone qui envoie un mouvement cassant une structure swing en haute time frame va avoir beaucoup plus de probabilité d'envoyer des gros mouvements par la suite et de vous permettre d'avoir d'excellents ratios risque et reward qu'une zone qui a cassé une structure interne. Et encore moins une zone qui a simplement cassé une structure fractale. Donc une zone qui va venir casser une structure en haute time frame a beaucoup plus de chances de venir créer le prochain break of structure en haute time frame. Ici par exemple, cette zone de demand a cassé le daily swing high, c'est-à-dire le point le plus haut de la journée en cours. Et quand le prix y revient, il y a assez de demand pour envoyer une nouvelle fois un mouvement agressif haussier pour casser le point haut de la journée suivante. Le deuxième point clé va être ce qu'on appelle les flip zones. Et là, vous allez simplement regarder l'interaction entre les zones supply et les zones de demand, jusqu'à ce que l'une vienne prendre le dessus sur l'autre. Par exemple, ici, la supply contrôlait le marché, le prix revient dessus et tente de faire un lower low, mais échoue. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une grosse zone de demand qui entre en jeu et reprend le contrôle du prix. Et c'est ce basculement qui montre que la supply a flippé en demand et devient donc une zone avec de fortes probabilités pour chercher des positions acheteuses. Mais retiens juste que sans interaction visible, ce n'est pas valide. Le troisième point, ça va être les sweep zones. C'est tout simplement des zones où la liquidité est venue se faire sweep, a été récupérée au moment de leur création. Et pourquoi c'est crucial? Parce que les institutions ont besoin justement de contrepartie, de contre-liquidité pour exécuter leurs ordres avec un slippage minimal lorsqu'elles viennent entrer en position. Et quand les institutions viennent rentrer en position, elles ont besoin d'énormément d'ordres en contrepartie. Par exemple, si elles veulent acheter, il va leur falloir énormément de supply disponible. Et où est-ce qu'elles vont aller chercher toute cette supply? Juste en dessous des plus bas. Parce qu'en réalité, c'est là où tu vas trouver tous les stop loss des traders débutants et des premiers acheteurs. Et aussi les vendeurs breakout qui cherchent à vendre la cassure de cet ancien point bas. Et les institutions, tout ça, elles le savent. Elles vont donc utiliser cette sell side liquidity sous le plus bas pour venir, elles, rentrer à l'achat. Donc, quand tu vois une sweep zone, c'est un signal pour toi qu'il y a eu l'intervention des institutions. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle l'inducement. C'est un concept de liquidité un peu technique qui consiste simplement à se poser la question, est-ce qu'il y a de la liquidité à récupérer juste avant ma zone? Pourquoi se poser cette question? Parce qu'en réalité, les institutions vont toujours chercher ces poches de liquidité à venir récupérer pour une nouvelle fois rentrer avec un minimum de slippage. Par exemple, derrière cet ancien point bas, tu vois qu'il y a de la liquidité disponible pour que les institutions viennent acheter le prix. Mais s'il n'y a aucune liquidité disponible, très souvent c'est un piège. Et à ce moment-là, c'est un échec. Ici par exemple, dans ce mouvement, tu
tu le vois, il n'y a aucune liquidité disponible. Et le résultat, c'est que cette zone est simplement un trap, un piège, un niveau d'inducement, puisque les institutions ne vont pas du tout s'y intéresser. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle les zones stackées, avec une zone de time frame supérieure. C'est simplement le fait que plus tu arrives à empiler des zones avec des time frames supérieurs, plus tu sais qu'à cet endroit précis, il y a un nombre d'ordres conséquent. Et ça augmente considérablement la probabilité que cette zone vienne renvoyer un mouvement agressif à la hausse ou à la baisse lorsque le prix vient combler ces ordres restants. Le sixième point est l'un des plus importants, c'est l'alignement des time frames. Si vous avez plusieurs time frames alignés qui vont tous dans le sens de votre niveau d'intérêt, alors vous avez une probabilité de taux de réussite sur cette zone qui est beaucoup plus forte. Par exemple, si en time frame M5, tu as l'impression que tu dois prendre des ventes et c'est là que tu as le plus de probabilité de taux de réussite, mais que lorsque tu te mets en 15 minutes time frame, ta tendance est haussière et qu'en plus de ça, tu viens juste de mitigate une zone de demand dans M15, alors prendre une position vendeuse en M5 a beaucoup moins de probabilité de taux de réussite. Et si tu te trouves à la création d'une nouvelle expansion haussière en M15, alors tu as beaucoup plus de chances que ton M5 soit lui aussi haussier. Et tu dois vraiment comprendre l'analyse multi-time frame pour éviter une tonne d'erreurs. Souviens-toi d'une seule chose, le temps c'est de la puissance. Et la time frame supérieure gagne presque toujours. Le point numéro 7, c'est est-ce que ta zone est bien pricée? C'est ce que je t'ai expliqué en début de vidéo, mais en général, tes zones de demand les plus intéressantes vont toujours se trouver en zone discount, en dessous des 50% de ton retracement de Fibonacci, sur le mouvement que tu analyses. Et les zones supply au-dessus de ces 50% en zone premium. Et c'est aussi une astuce qui va te permettre d'améliorer ton ratio risque et reward, puisque le but c'est toujours le même, acheter bas et vendre haut. Et le dernier critère, c'est est-ce que ta zone a déjà été mitigate? Autrement dit, est-ce qu'elle est complètement fraîche, qu'il n'y a aucun ordre qui a déjà été comblé à l'intérieur de cette zone, ou est-ce que le prix est déjà venu combler des ordres? Parce que si tu vois une zone qui a déjà été mitigate, tu as de grandes chances qu'il y ait une partie des ordres de cette zone qui ont déjà été comblés. Et donc forcément, ta zone perd en puissance. Donc personnellement, c'est ce que je fais et c'est aussi ce que je vous conseille. Intéressez-vous seulement aux zones qui n'ont jamais été touchées. Parce que c'est généralement elles qui vont vous donner les plus belles réactions. Et c'est en venant combiner un maximum de ces confluences que tu vas obtenir des zones institutionnelles avec une plus forte probabilité de taux de réussite. Alors maintenant que tu sais exactement comment les identifier, la dernière partie va être de comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir trader à partir de ces zones. Il existe une multitude de méthodes, mais je vais t'expliquer les 3 plus importantes. Placer un ordre limite directement sur la zone, attendre une formation de pattern de bougie de retournement au niveau de la zone, idéalement quand c'est combiné avec une liquidation, ou alors utiliser un breakout structure avec une time frame plus basse pour avoir encore plus de confirmation et garder toujours un bon ratio risque et reward. Et pensez à vous abonner parce qu'on verra tous ces setups d'entry model de manière beaucoup plus détaillée dans une prochaine vidéo. Mais une autre question qui est en suspens, c'est qu'avant même de vouloir rentrer en position, tu dois savoir exactement où est-ce que tu vas sortir. Et là, je pourrais vous faire une vidéo de 40 minutes pour vous expliquer comment avoir un bon trade management. Mais en réalité, si tu veux être profitable le plus rapidement possible, la meilleure astuce que je peux te donner, c'est d'avoir un ratio risque et reward fixe. Le principe est simple, tu vas toujours viser 1 pour 2 ou 1 pour 3 ou 1 pour 4 de ratio risque et reward. Et ce que je te conseille, si tu es débutant, c'est de viser toujours les 3 de ratio risque et reward. Et c'est une approche qui va surtout t'aider dans tes débuts à mettre tes émotions de côté. Parce qu'en réalité, sur ce type de position, tu vas même pas te poser la question de où est-ce que tu dois aller prendre tes profits. Soit ta zone t'envoie un mouvement assez agressif pour qu'on vienne récupérer ton take profit, soit ta zone est invalide et tu prends ton stop loss. Et à la fin, c'est juste un jeu de probabilité. Et avec cette méthode, tu vas justement mettre les probabilités de ton côté. Puisque quand tu gagnes, tu vas gagner 3 fois plus que quand tu vas perdre. Donc, même avec 40% de win rate, tu seras largement rentable. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont encore là dans cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez mis un gros like et que vous êtes bien sûr abonné à la chaîne. Et pour tous ceux qui veulent pousser leur apprentissage au niveau supérieur, vous savez déjà où me retrouver. Je vous ai mis le lien dans la description pour avoir accès à toutes mes positions, mes analyses, mes stratégies. Et ça, tous les jours, totalement gratuitement. On se retrouve la semaine prochaine en direct live sur cette chaîne YouTube pour analyser les marchés et samedi prochain pour une nouvelle vidéo formation. Et je vous dis à la prochaine.